l'invité du jour. Je devrais même dire on parle crise du logement parce que logement désormais rime avec crise. Bonjour Guillaume Kasbarian. Bonjour Apolline. Il y a du boulot, vous êtes le nouveau ministre du logement. Je vais tenter de résumer. Il y a 30 000 logements à construire. Il y a des particuliers qui n'arrivent pas à obtenir de prêts. Il y a le secteur du bâtiment qui dit être au bord de la crise. Il y a 1 milliard d'euros d'économies cette année sur MaPrimeRénov'. Il y a des nouvelles économies qui sont censées arriver puisqu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Et il y a 2,6 millions de Français qui attendent un logement social. Quand vous voyez tout ça sur la table, vous choisissez quoi en priorité ? Tout à fait, vous avez raison de dire que c'est une crise qui est profonde. Crise de la demande, crise de l'offre. Demande parce que les gens n'arrivent pas à emprunter, parce que les taux ont augmenté et que faire un prêt bancaire, c'est devenu très compliqué. Crise de l'offre parce que quand des candidats à l'allocation essayent de trouver quelques offres en agence immobilière, ils n'en trouvent pas. Et parce que les chiffres de la construction, comme vous l'avez dit, sont très très faibles. Donc crise de la demande et crise de l'offre en même temps, au même moment, de façon assez historique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de déverrouiller et la demande et l'offre. Sur la demande, on essaye de rencontrer les banques, c'est ce qu'on va faire demain avec Christophe Béchu, pour trouver de nouveaux instruments qui permettraient, peut-être avec des prêts in fine, des prêts à terme, de débloquer la situation et de permettre à des Français de faire l'acquisition de l'appartement ou de la maison de leur rêve qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis sur l'offre, c'est un choc d'offres qui a été annoncé par Gabriel Attal lors de son discours de politique générale, qui vise à simplifier les procédures, qui vise à accélérer les constructions. Et c'est par exemple le sens de 22 territoires engagés pour le logement que nous avons sélectionnés, sur lesquels nous mettons le paquet pour débloquer les permis de construire, pour accélérer les procédures et pour boucler le modèle économique. Logement à construire. C'est du logement à construire. Après, sur la question de l'offre locative, on fait en sorte aujourd'hui de rénover des copropriétés dégradées. C'est le sens du projet de loi sur les copros dégradés qui est actuellement examiné au Sénat et qui va permettre d'éviter, par exemple, que 1,5 million de logements sortent du parc locatif parce qu'ils sont trop dégradés, trop abîmés. Donc on va accélérer la rénovation de ces bâtiments pour que cette offre reste sur le marché et que l'on puisse toujours proposer des logements décents, de qualité, aux locataires dans les années qui viennent. On va essayer de reprendre plusieurs des points que vous venez d'évoquer, notamment la question du logement neuf, de la construction de logements. Il y a de nombreux maires qui témoignent en disant qu'il y a une contradiction entre l'interdiction qui leur est faite d'artificialisation des sols, en gros de rajouter de la bétonisation, de rajouter de l'urbanisation. Ça, ils sont extrêmement contraints par les normes et dans le même temps, d'essayer de construire. Est-ce que l'on se retrouve avec le même problème finalement qu'avec les agriculteurs ? C'est-à-dire que les normes qui partaient d'un bon sentiment ont freiné, bloqué l'initiative. Alors, les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, ce qu'on demande aux élus, c'est de réduire le rythme d'artificialisation. C'est pas de l'interdire, c'est de réduire le rythme. Mais pourquoi ? Vous avez parlé des agriculteurs. Nous souhaitons protéger les terres agricoles. Si demain, tous les champs, nous les bétonisons et qu'il n'y a plus d'agriculture, on ne pourra pas atteindre l'objectif non plus de souveraineté alimentaire. Donc on a besoin de ralentir le rythme d'artificialisation. Donc vous allez maintenir ça, vous n'allez pas alléger ces normes-là. On a une ambition qui est claire, on l'a déjà d'ailleurs adaptée avec les sénateurs pour donner un peu de flexibilité, construire plus en hauteur du calcul un certain nombre de projets, mais effectivement, il va falloir faire avec un rythme d'artificialisation qui sera plus faible à l'avenir. Mais vous venez de le dire à l'instant, il y a des solutions pour construire différemment, pour densifier. Par exemple, le fait de monter de quelques étages permet d'amortir le prix du foncier qui, du coup, va augmenter dans les années qui viennent. Le fait de densifier quand l'on peut, ça permet de construire plus d'offres de logements sur un même terrain foncier. Le fait, éventuellement, sur des prêts un peu innovants, de sortir le prix du foncier et d'avoir des mécanismes de financement qui sortent le prix du foncier du calcul, là aussi, c'est de nature à améliorer le système. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que cette règle sur l'artificialisation, cette ambition pour l'agriculture, pour l'écologie, ne soit pas incompatible avec plus d'offres de logements. On fait le maximum, mais il faut garder une ambition quand même importante et, puis, il y a une chose ne pas bétoniser. Que j'ai pas tout à fait comprise et qui justement, là encore, pose la question de quelle ville pour demain, quelle part d'artificialisation des sols, c'est le rapport au pavillon. L'une de vos précédentes collègues, la ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon, avait estimé que le modèle du pavillon, le modèle de la maison individuelle, était daté. Qu'à une époque où le prix de l'essence, ou l'usage de la voiture, ou le prix de l'énergie même pour tenter de chauffer des maisons individuelles, tout cela rendait caduc le pavillon. Et puis on a eu Gabriel Attal qui, il y a 2 semaines, dit c'est le rêve français qui
qu'il ne faut pas tuer de la maison individuelle. En 3 ans, c'est 2 discours radicalement différents. Mais Qui croire? Gabriel Attal a parfaitement raison de dire que c'est un rêve de beaucoup de Français que d'avoir un petit pavillon, un pavillon avec un petit jardin. Allez-vous le favoriser, Et donc, ce rêve? C'est ça la En question. tout cas, on veut préserver totalement ce rêve, cette aspiration des Français. Vous ne pouvez pas aller contre d'ailleurs un rêve et contre une aspiration profonde des Français. La réalité, c'est comment est-ce qu'on l'accompagne, comment est-ce qu'on la rend possible, comment est-ce qu'on permet également à des personnes Pour qui ont vous, des ça n'est pas pavillons. obsolète. Le Absolument rêve pas. du pavillon, Non, le au pavillon. moment où le coût de l'énergie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Vargon, Ce que je dis, il faut du logement pour tous. Il y a des qui était situations, dans ministre du toutes les Logement situations. de Gabriel, Dans les zones urbaines, d'Emmanuel Macron. Hein. dans les zones urbaines fortement densifiées, compliqué à Paris Centre de trouver un pavillon avec jardin. Bon, donc les choses Non, sont mais, complètement différentes. Ne jouez Mais pas là-dessus, sur ce Guillaume sujet-là- Kasbarian. On parle évidemment Mais moi, je ne pose pas les différents du logements entre eux. pavillon Ce que je réponds, Madame en de zone Malherbe, notamment ce périurbaine. que je dis, Madame de la Malherbe, c'est que je n'oppose pas les modèles d'habitation entre eux. Il y a dans les zones urbaines des situations où il n'y a pas de pavillon, on est sur de la hauteur, de la densification des appartements. Il y a dans la ruralité, dans les zones périurbaines, un modèle de pavillon qui est un modèle qui est louable, qui est un modèle des Français, qui est une aspiration profonde et un rêve. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que parfois les pavillons et les zones pavillonnaires soient peut-être un peu plus densifiés, que l'on permette éventuellement aux propriétaires de pavillons de construire des dépendances ou de nouveaux logements quand ils le peuvent, des extensions, favoriser ce type d'extension qui permettrait de louer éventuellement et d'avoir plus de locataires, plus de personnes qui peuvent se loger dans des zones pavillonnaires. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter et de valoriser cette aspiration et ce rêve des Français et de le rendre tout à fait compatible avec la crise du logement que nous connaissons, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Moi, j'essaie juste de comprendre et de dans leur vous vie. suivre d'un ministre à l'autre pour un Moi, même je suis sur la président ligne sur de des idées Gabriel visiblement Attal très qui a différentes. été très clair quand nous étions ensemble à Villejuif et qui a réaffirmé que le rêve de beaucoup de Français, c'était effectivement d'être propriétaire d'un pavillon. Ce Et que quand, je vous, respecte et quand vous parlez et de ce que j'essaye de l'agrandissement, rendre vous compatible pensez avec la crise notamment actuelle. au fait d'aider par exemple ceux qui ont un garage à transformer ce Exactement. garage en pièce à vivre. Exactement. Ça fait partie de Ça fait partie des l'idée. solutions, ça permet de mettre plus d'offres de logement dans une zone pavillonnaire sans remettre en cause l'aspiration de beaucoup de Français de vivre dans un pavillon individuel. Je veux transformer mon garage là en pièce à vivre. Vous m'aidez comment? En simplifiant les règles avec les maires et avec la volonté des maires, de sorte que vous puissiez le faire sans être Que le bloqué permis, d'un le point de permis vue de construire administratif. me soit Que vous puissiez octroyé éventuellement facilement. avoir une petite dépendance que vous pouvez mettre à disposition d'un étudiant, d'une personne qui en a besoin, que vous puissiez avoir une extension de votre maison, la création d'un autre bâtiment au sein de votre terrain, Une sorte d'annexe. si une vous sorte pouvez. d'annexe si possible, ce qui permettrait de redonner de l'offre dans une zone pavillonnaire, puisqu'il y a des jardins et qu'il y a des possibilités de construire. Mais tout ça, on le fait en lien avec les élus locaux, mais il y a un sujet administratif de comment est-ce qu'on facilite ça. Vous m'avez dit au début de cette interview que il y avait un certain nombre de logements vétustes, qu'il était difficile donc de louer ou même de céder. Et dans le même temps, il y a 1 milliard d'euros qui ne va plus être alloué alors que c'était prévu à ma prime rénov. Est-ce que ça faisait pas partie normalement de la rénovation? Je comprends plus. Alors, déjà, il y a une ambition d'économie que moi j'assume, que je revendique, et donc j'assume les économies qui sont annoncées. Sur ma prime rénov, ce qui a été décidé, ce n'est pas une baisse du budget par rapport à 2023, c'est une baisse d'une augmentation qui était prévue pour 2024. C'est de renoncer à cette Donc, augmentation d'un Il y avait dans le budget 1,6 milliard. milliard d'augmentation du budget sur ma prime rénov. Finalement, il n'y en aura plus que 600 millions. Mm. On a enlevé 1 milliard de cette augmentation qui était prévue. Donc c'est quand même un budget qui est en hausse par rapport à 2023. On a un enjeu en réalité de consommation de ce budget-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tuyau est parfois bouché. Et ce que nous disent les artisans, c'est que c'est trop compliqué parce que ma prime rénov, il y a besoin parfois d'un accompagnateur pour le faire quand c'est des rénovations complexes. Mmh. Il y a des labellisations, par exemple RGE, qui peuvent être parfois complexes. Et il y a parfois des monogestes, des changements simples, par exemple de chaudière, de système de chauffage, qui ne sont pas pris en charge. Ce qu'on essaye de faire avec la FFB et la CAPEB en lien avec bien sûr Christophe Béchu, c'est de simplifier les règles de telle sorte que ma prime rénov devient accessible à beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, il y a des complexités. La sur rendre le plus sujet. facilement accessible, Oui. mais effectivement avec un tout petit peu moins d'ambition, en tout cas à Oui. court terme que ce que vous aviez imaginé. Est-ce que dans le même temps, les fameuses normes dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire si on veut vendre son logement et qu'il ne remplit pas aujourd'hui les fameux critères qui démontrent De DPE. qu'il n'est pas trop consommateur, trop chronophage en termes d'énergie, est-ce que cette norme, est-ce que cette labellisation, vous allez l'alléger dans le même temps? Alors, Ou est-ce que vous allez continuer à demander le même critère, mais sans les aides? ce qui est demandé là, c'est de faire un diagnostic de performance énergétique. Et ce que l'on demande, c'est que des passoires énergétiques qui consomment énormément d'énergie, y compris pour les locataires, puissent être rénovées pour continuer à être Mais louées. c'est tout le paradoxe, vous le comprenez bien. Et- Vous demandez ce diagnostic, Bien sûr.
Et en même temps, vous donnez plus les sous pour la rénovation. Si, on continue à donner les sous. C'est quand même le 3e budget du ministère. Je peux vous assurer que c'est un des plus gros budgets du ministère du logement. Donc, pas d'inquiétude sur le fait qu'il y a bien un budget et que l'enjeu, c'est d'ailleurs plutôt de le consommer. Non, l'enjeu sur le diagnostic que vous venez d'évoquer, c'est de faire en sorte que les Français puissent faire leurs travaux quand ils décident de louer leur logement et éviter toute sortie du marché locatif. Et on a pris la décision avec Christophe Béchu, par exemple, de simplifier ce DPE et de faire en sorte pour les petites surfaces, les petits studios, les moins de 40 mètres carrés, on ait une révision de l'algorithme qui permettent de mieux prendre en compte le chauffage sanitaire, de l'eau chaude sanitaire, dans le calcul. Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir 140 000 logements qui vont sortir des catégories F et G et repasser dans un DPE qui est supérieur. Seront donc à nouveau et qui sont potentiellement sur le sont marché. totalement sur le marché. Ce sont des petites surfaces sur lesquelles on avait remarqué qu'il y avait un biais de calcul dans l'algorithme. Et donc là encore, on est extrêmement vigilant, que ce soit dans les copropriétés ou à titre individuel, à ce que cette ambition écologique que nous voulons maintenir de rénovation, qui est bonne pour l'environnement, qui est bonne pour les locataires, elle soit maintenue, mais que l'on puisse, quand il le Qu'elle faut, soit maintenue ajuster. sans être un frein. Sans être un frein et sans faire sortir du marché locatif un certain nombre de biens parce qu'ils sont nécessaires dans la crise que l'on connaît. C'est tout le travail que l'on mène sur la révision du DPE et sur l'accompagnement avec MaPrimeRénov', avec les artisans, où nous essayons de simplifier les choses pour que ça reste accessible au plus grand nombre. Merci Monsieur le Ministre d'être venu ce matin sur RMC. Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Il y aura encore beaucoup à dire quand les banques peut-être feront enfin baisser les taux. Et on en reparlera évidemment à ce moment-là avec vous. Ce sera l'un des leviers pour tenter de remettre un peu la machine en route, la machine du logement. 7h52 sur RMC.